messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Courvier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Cette semaine, on parle de refoulement. Oui, refoulement. Et ça m'a amené à me questionner, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais d'éviter dans la vie de refouler? Je parle par exemple quand on a de la peine. Est-ce qu'il y a des gens, ils vont pleurer leur vie, alors qu'il y en a d'autres, ils vont refouler, ils vont continuer leurs activités, se changer les idées. Et je me demandais c'était quoi les stratégies des gens et s'ils voyaient des avantages ou désavantages au refoulement finalement. Encore une fois, un sujet qui a bien fonctionné sur le web, hein? Oui, bien, tout le monde se sentait un peu concerné. Hein? Interpellé, hein? Ça nous a déjà arrivé, ce qui m'a amené à parler de ce sujet-là. J'ai un ami, lui, qui, donc un homme, lorsqu'il était plus jeune, c'est une personne sensible, et lorsqu'il pleurait, si on veut, se faisait traiter de tapette et tout. Ah, oui. Tout ce qu'on veut, oui. Et encore dans les cours d'école, j'entends des choses comme ça. Et encore pire, j'ai souvent entendu des parents dire à leurs petits-enfants, à leurs garçons de 6 ans, 7 ans, « Fais pas ta moumoune, pleure pas, t'es un garçon, fais pas ta tapette. » Je trouve ça épouvantable. C'est qu'on éduque un garçon en lui disant « Un garçon, ça ne pleure pas. » Oui. Avec les conséquences qu'on connaît plus tard, lorsqu'on refoule tout le temps à l'extrême. Donc, L'émission axée un peu sur la prise de conscience cette semaine. Oui, Alors, effectivement. la dernière émission de la saison en passant. Mais oui. Hein, ça va vite, hein? Oui, ça passe vite. Mise en contexte, comme à l'habitude. Donc, comme je disais, il y a des gens qui pleurent plus facilement que d'autres. Dès le jeune âge, on voit une différence dans la façon d'élever les enfants. Pas tout le monde, encore une fois. Il y a quand même des parents qui vont encourager leurs garçons à pleurer, qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est encore beaucoup ancré dans la mentalité qu'une fille, c'est sensible et un garçon, ça ne doit pas pleurer. Et aussi, il y a une étude allemande qui a été faite sur ce sujet, ça m'a surprise, mais on fait des études là-dessus. Donc, les femmes pleurent de 4 à 5 fois plus que les hommes, quand même. Donc, les femmes pleurent 30 à 64 fois dans l'année, alors que les hommes, c'est de 6 à 17 fois par année. Donc, je te laisse poursuivre. Et d'autant plus que les 6 à 17 fois, c'est en cachette, j'imagine. Oui. C'est vrai, hein, les statistiques parlent par eux-mêmes. Oui, tout oui. de même, hein? C'est quand même pas négligé comme information. C'est à partir de 13 ans qu'on note une différence. Avant 13 ans, la fréquence est la même. Ah! C'est intéressant, hein? La société nous apprend à fonctionner d'une telle méthode en influence de notre entourage direct. Les hommes pleurent moins souvent, moins longtemps, et pas pour les mêmes raisons. Les femmes pleurent en moyenne 6 minutes, les hommes de 2 à 4 minutes. Et c'est exigeant de pleurer hein, quand on l'a déjà vécu de façon intense. Là. Je trouve ça quand même 6 minutes, 2 à 4 minutes. Là. Les femmes pleurent en sanglots plus souvent, 65 contre 6 pour les hommes. Les femmes pleurent davantage par manque de confiance, lors de conflits ou lorsqu'elles se remémorent le passé. Souvent, la nostalgie peut jouer un rôle important. Les hommes pleurent davantage par compassion ou en cas d'échec amoureux. Mais ça, j'ai pas du tout de difficulté à me l'imaginer. C'est intéressant de voir quand même les différences. Et j'avoue, lorsque j'ai lu ça, je dis « Ah, c'est vrai. » En tout cas, j'ai observé des choses autour de moi. Les hommes que je vois pleurer autour de moi, c'est vrai que souvent, c'est pour des peines d'amour ou par compassion. Les femmes, ça peut être, c'est ça, un problème d'estime, on ne se sent pas à la hauteur, des conflits au travail, des choses comme ça. Là. Même à la limite, la mise en contexte, ça aurait été lu sans informer les gens à la maison que ce sont des statistiques qui ressortent d'études, aurait pu même avoir un aspect un peu sexiste, hein? Oui, oui. Présenté sans contexte. Hein? Effectivement, non, c'est pour ça que le contexte est important. Tout à fait. Alors, comme à l'habitude, on commence par les arguments pour. Oui, effectivement. Je te laisse débuter. D'accord. Donc, pleurer ne changera rien. Rationnellement, ça ne changera rien aux événements. Donc, ça, il y a des gens plus terre à terre que d'autres. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Mais moi, si je pleure, je me fais dire une affaire du genre, ça change rien de pleurer, ça ne va pas m'aider. Les gens qui ont peut-être réussi à se bâtir une carapace avec le temps. Et bien souvent, ce discours-là, les gens en sont complètement convaincus. Hein, c'est ce qu'on ressent à ce moment-là. Hein.
Ben, c'est Non que, seulement ils te le suggèrent, mais ils ont l'air pas mal certains de ce qu'ils te suggèrent. des fois, ils vont te dire ça avec un espèce de détachement. Je dirais à la limite sans compassion. Manque d'empathie. C'est sûr que si la personne est très cartésienne, très rationnelle, pour elle, ben c'est fait. Quand même, tu pleures, ça ne change rien. Mais sauf que le fait est que tu as de la peine. Puis moi, je pense que quand tu es rendu au point d'avoir de la peine, il faut que tu l'exprimes d'une façon ou d'une autre. Alors, je pense pas que c'est pas vrai que ça va rien changer. Ça va changer que je vais me sentir mieux. Que je l'exprime en pleurant, en écrivant ou peu importe. Là. Ou l'effet contraire, le fameux refoulement au sujet de l'émission. Oui, voilà. Si les gens voient notre fragilité, nous serons plus vulnérables. Certaines personnes surveillent les gens les plus fragiles pour les manipuler ou abuser naturellement d'eux. Ça, c'est malheureusement une conséquence qu'on peut voir de certaines personnes qui sont, disons, en guillemets, faites fortes et qui puis imposent un peu leur mode de vie à ceux qui les entourent de par cet avantage de force de caractère et de carapace, des fois plus ou moins justifié. Là. Bien, quelqu'un qui a un fort caractère, je vais aller vers les gens, là, même comme manipulateurs. Ils vont aller vers des gens sensibles, ils vont aller vers des gens vulnérables. Ils n'iront pas vers des gens qui partagent le même trait parce que ça va faire des méchantes flamèches, on s'entend. Donc, ils vont aller vers des gens qui vont pouvoir écraser plus facilement. Donc, s'ils voient que vous êtes sensible, ils vont se dire « Ah, c'est un point, c'est une personne probablement que je vais pouvoir manipuler par les sentiments. » C'est malheureux, hein, mais il y a des gens qui pensent comme ça pour faire du mal aux autres. Ça existe, là. C'est important d'en être conscient. Là. On y va avec le premier commentaire. Oui. Quand on pleure, on s'expose à la méchanceté AB. Je me suis déjà fait dire que si je me défends pas, je suis une tapette. Bon, commentaire comme je vous disais tantôt, d'une personne qui a vécu beaucoup d'intimidation et je trouve ça épouvantable. Comme je vous dis, je l'ai entendu dans les dernières années des parents, des fois dans des lieux publics, dans les magasins, le garçon pleure, puis dire à leur enfant « Fais pas ta tapette, fais pas ta moumoune. Voyons donc, c'est un gars, ça pleure pas. Fais pas ta fille. » Je dis « Oh mon Dieu, c'est épouvantable. » Moi, ça me choque vraiment d'entendre des choses comme ça. L'enfant, il a de la peine. Puis ça n'a pas de sexe, homme ou femme. Ton enfant, il a de la peine, là. Et en tout cas, j'espère qu'il va y avoir un changement dans les mentalités là-dessus parce que c'est malheureux, mais on disait en début d'émission, et c'est pas faux, c'est que, bon, on sait, il y a beaucoup de suicides chez les garçons, entre autres, chez l'homosexualité est la première cause de suicide chez les jeunes garçons parce qu'ils se font beaucoup intimider, etc. Et une des raisons, c'est que les garçons en parlent moins. Ils vont moins s'exprimer parce qu'ils ont été élevés comme ça. Malheureusement, les filles, on a toutes des copines pour se confier, puis on peut pleurer dans les bras de notre copine, c'est quelque chose de courant. Tandis que les jeunes garçons ont moins appris ça parce que c'est une mentalité dans la société. Donc, quand tu ne peux pas t'exprimer, parfois, ça peut mener jusqu'à des choses comme des idées suicidaires. Et c'est triste. Réprimander avec des arguments parfois hors de l'ordinaire pour être poli envers le terme que je veux utiliser. Mais c'est mieux d'y aller avec une attitude de renforcement et de compréhension plutôt que de condamner et d'avoir des discours des fois qui sont un peu à côté de la traque là, pour être poli. Oui. Pas toujours bien vu socialement. Un commentaire de LC, des fois je refoule malheureusement, car ce n'est pas toujours le moment de le laisser aller, de se laisser aller plutôt dans nos émotions. Le travail, par exemple. On doit apprendre à gérer notre stress. Stress omniprésent dans la vie d'aujourd'hui. Hein. Et je lisais un article à un moment donné qui parlait des femmes au travail. Une des raisons qui fait que les femmes ont moins d'avancement souvent que les hommes, c'est qu'elles sont perçues comme des... C'est plate à dire, mais comme des hystériques, des boules d'émotions qui pleurent pour rien, qui crient pour rien. Et c'est totalement faux et dommage. Donc, il y a beaucoup de femmes qui n'oseront pas montrer leur fragilité parce qu'elles ont peur que ça leur fait perdre
le respect de leurs collègues, de leurs patrons. Et c'est dommage, hein, parce que le travail, comme n'importe quelle sphère de ta vie, tu vis des choses difficiles, des conflits. Surtout si tu travailles avec le public, Dieu sait que tu dois faire face à des choses jour après jour. Et c'est normal à un moment donné d'avoir de la peine, autant pour les hommes que les femmes. Mais oui, semble-t-il que, entre autres au travail, il y a des gens qui ne montrent pas leur sensibilité parce qu'ils ne veulent pas que ça leur nuise. Et souvent, ceux qui ont entre guillemets, le pouvoir ont un malin plaisir à l'utiliser de mauvaise façon et créer des climats de travail parfois là, qui sont pratiquement impossibles à vivre sur le long terme. Oui. Et l'épuisement professionnel est très d'actualité, encore une fois, de nos jours. Oui. Autre commentaire? Permet de moins souffrir en se changeant les idées. JN. J'essaie de me tenir occupé et me changer les idées et voir du positif à travers le négatif. Un peu de maturité dans le commentaire. Oui. Hein? Bien, le commentaire, je suis d'accord avec le fait de se changer les idées. Si une personne, par exemple, quelqu'un vit une peine d'amour, puis si elle passe ses journées à revoir les photos de couple et à relire les lettres d'amour, c'est sûr qu'elle va avoir la misère à se sortir de son deuil, en tout cas mon avis personnel. Tandis que si elle se change les idées, je ne sais pas, qu'elle a une collection, qu'elle passe du temps là-dedans, ou qu'elle a un animal, qu'elle lui donne beaucoup de temps, c'est sûr, je pense que ça va plus aider son deuil. Mais moi, personnellement, si j'ai de la peine, je ne peux pas me changer les idées tout de suite. Il faut que je le vis. Il faut que je pleure un bout. Il faut que ça sorte un bout. Et après, je vais me changer les idées. On sent dans le commentaire qu'il y a du vécu là-dedans. Oui, définitivement. C'est quelqu'un qui a déjà eu à faire face et qui a trouvé cette solution-là là, pour pallier à la situation. Là. Donc, c'est positif, je pense, de se changer les idées. Des fois, quand tu as de la peine aussi, les gens veulent te forcer à sortir, sors de chez vous. Ça dépend. Les gens ne sont pas tous pareils là-dessus. Mais se changer les idées, je pense que c'est une valeur sûre. Changer les idées, mais essayer de ne pas répéter toujours le phénomène qui fait en sorte qu'on se doit de changer les idées qu'on a à l'intérieur de la tête à ce moment-là. Façon de renforcer notre capacité, un commentaire de PL. Oui, je refoule et quand ça déborde, je pleure. Alors, sincérité ici? Oui, bien, il y a des gens aussi qui me disent il faut s'endurcir, il faut se faire une carapace. Si à minute que tu as de la peine, tu pleures, ça finira jamais. Il faut l'accumuler, s'endurcir, etc. Ça dépend du point de vue. Moi, personnellement, c'est sûr que j'accumule jusqu'à un certain point. J'ai bien de la misère à pleurer devant quelqu'un. Ça pompe l'énergie de se retenir et de refouler. C'est ça, c'est que c'est épuisant. Si j'ai de la peine, moi, je ne veux pas voir personne parce que j'ai pas envie de me retenir. Pleurer devant quelqu'un, moi, j'ai de la misère. Donc, je vais faciliter les choses, je vais me ramasser tout seul, je vais prendre le temps de m'isoler. Est-ce que ça peut, à la limite, ça peut être anxiogène, non? De se retenir? Oui. Ben oui, c'est dur parce que... Parce qu'on a beau dire que ça n'a pas nécessairement d'effet immédiat. Parfois, c'est au niveau de l'inconscient, à la limite. Là. Ben exactement. Donc, c'est extrêmement difficile. Il y a même une madame qui m'a écrit en privé puis qui me racontait une expérience totalement traumatisante. Puis une mauvaise nouvelle qu'elle a eue chez le docteur, puis elle dit « J'ai attendu chez moi pour pleurer ». Et là, je me dis « Mon Dieu, tout le trajet qu'elle a fait en voiture jusque chez elle ». Je me dis « Oh mon Dieu, elle est courageuse. Je pense que j'aurais pas été capable de me retenir une si longue période. » Je comprends. Donc, oui, c'est drainant se retenir et... Bien, c'est ça, on n'est pas tous pareils. Moi, ça me gêne terriblement, mais ça m'arrive de pleurer devant les gens à un moment donné quand c'est trop des grosses choses. Je peux pas me retenir. Mais on peut pas, je pense. Je vois des gens se retenir année après année, je sais pas comment ils font. Je pense qu'on fait partie pas mal de la moyenne tous les deux, là, de pleurer sans retenue, quel que soit l'endroit où on se trouve. Je pense pas qu'il y a grand monde, tant ici en studio qu'à la maison en ce moment, là, qui peuvent se vanter, bien, pas se vanter, mais agir de cette façon-là, de façon libre et sans aucune, j'allais dire gêne, mais c'est peut-être pas le bon mot, là. Être à l'aise, est-ce qu'on peut dire c'est ça. C'est sûr qu'on a c'est gênant. Pleurer devant quelqu'un,
montrer notre vulnérabilité, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être compris. C'est embarrassant et pourtant, moi, si quelqu'un pleure devant moi, je ne vais pas le juger, je vais le consoler, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que cette attitude-là change un peu aussi en vieillissant? Moi, j'ai l'impression d'être un peu plus sensé, plus je vieillis. Oui. Ouais. C'est revenu énormément dans les commentaires. Les gens sont beaucoup plus... Quand j'avais 19-20 ans, je voyais un bébé. Ouais. Puis là, je vois un bébé, puis on dirait que ça vient chercher... Oui, oui, je sais. C'est spécial. En vieillissant, en tout cas, j'ai beaucoup de commentaires en ce sens-là, qu'on change. Des gens qui ne pleuraient jamais. Et en vieillissant, il y a beaucoup de choses qui vont les toucher. Ouais, je ne sais pas si c'est de la maturité ou de l'expérience de vie ou du refoulement à long terme. Oui, peut-être, c'est le refoulement qui commence à sortir. Ça peut être ça, oui. Un autre commentaire, c'est à ton tour. Donc, difficile de changer des comportements acquis. VA, j'avoue que je ne me suis pas toujours confiée. Je crois que c'est le phénomène du « il y a juste moi qui ai des problèmes, il y a juste moi qui peux régler ça ». Mais ça change en vieillissant. Ah, donc, c'est ça. Oui, j'avais pas lu le commentaire au préalable en passant. Cette personne-là disait ça, mais il y en a beaucoup aussi qui disaient qu'avec le temps, avec les années... mais ça, cette personne-là, entre autres, c'est la génération des baby boomers. Et dans cette génération-là, les hommes, Dieu sait qu'un homme, ça pleurait pas. Un homme, c'est fort. Un homme... Et en tout cas, c'est d'autant plus vrai, le commentaire-là, c'est une personne de cette génération-là. Donc, il a vraiment fallu qu'ils apprennent à se laisser aller. On a évolué avec le temps, oui. La société québécoise, là, surtout, je trouve. À forcer de s'apitoyer, on devient dépressif. Un commentaire de DL, je connais des gens qui demeurent isolés par choix et ça peut durer quelques semaines, c'est fini par être une dépression assurée. Encore là, ici, une constatation qui semble venir d'expérience personnelle. Bien, il faut faire attention avec ça. Moi, si j'ai une peine d'amour, je vais être 3 jours à ne pas sortir de chez moi. Vraiment. Puis si on... Un genre de zone tampon. Là. Ah oui, moi, je suis dans mon lit, je pleure. Pour la guerre. Non, moi, je suis 3 jours à pleurer dans mon lit, à ne pas vouloir manger. Puis si on me force à sortir, je vais vraiment de mauvaise humeur. Ça ne va vraiment pas m'aider. Mais moi, j'ai besoin de ça et les gens autour de moi le savent. Donc, mais si ça fait 2 semaines, je suis encore dans mon lit, ils vont s'inquiéter. Là, ça marche pas. C'est ça. C'est qu'on a tous notre façon de guérir notre cœur. Moi, c'est ça, mais je ne vais pas passer 2 semaines, par exemple. T'sais, après 3-4 jours, je vais commencer à interagir plus avec les gens. Puis après une semaine, probablement que je vais être capable d'aller au magasin. Mais c'est à l'entourage qui connaissent bien la personne de juger. Quand, à un moment donné, c'est le temps de dire là, je pense que ça va pas bien. Peut-être qu'il faudrait qu'on va consulter ou de l'amener à aller chercher de l'aide. Mais de s'isoler temporairement, moi, je pense que ça peut avoir du bon. Oui, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. On se ressemble un peu là-dessus. OK, des arguments pour tout de même qui font réfléchir. Hein? Oui. Argument contre maintenant. Donc, soulagement, c'est elle. Je suis contre le refoulement. Il faut que ça sorte, même si ça sort tout croche. Ouf, que ça fait du bien. Commentaire d'un homme en passant. Ah oui? Oui, oui. Puis, ça m'a fait sourire. Oui, des fois, ça sort pas comme on voudrait. Hein? Non, c'est tellement vrai, là. C'est pas toujours élégant pleurer. Surtout si on se retient depuis un bout, il y a des chances que ça sort tout croche. Puis... mais j'ai trouvé ça bon parce que et il me faisait remarquer aussi que lui, quand il a de la peine, des fois, il va éclater. Il dit des fois aussi, je vais me mettre en colère. Parce que une femme qui a la peine, elle pleure. Un homme qui a la peine, souvent, il va sortir ça en colère. Je pense que tu touches un bon point. Ouais. Et des fois, les femmes ne comprennent pas, puis ils se disent, ben là, il devrait avoir la peine, puis il est fru. Mais il essaie bien de refouler, mais ça explose ailleurs. Ça explose, mais c'est ça. Les hommes, des fois, la peine la vivent par la colère. Ça fait que des fois, c'est dur pour nous autres de comprendre ça. Mais il y a autant de peine, c'est juste ça sort de même. Je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, mais on dirait que ça fait homme de réagir avec la colère. Oui, c'est ça. T'en as-tu vu? Oui, j'ai vu ça dans le... Moi aussi, j'en ai vu. C'est après des années avant que je comprenne. Ah, OK, quand il y a de la colère, c'est ça, lui. Fréquenter quelqu'un sur le long terme, il y en a-tu des choses qu'on comprend? Ben oui, on a pas à voir ça. On est des boules de sentiments sur 2 pattes, le garde. Effectivement. Il y a aussi des femmes, hein, que... Bon, je ne vais pas être sexiste, là. Je l'ai vu plus chez les hommes, mais il y a aussi des femmes, lorsqu'elles sont tristes, ça va sortir en colère.
Tu viens de rééquilibrer le discours. Voilà. Merci, Jocelyne. On aurait eu une panoplie de commentaires à la fin de l'émission. Alors, cause du stress, un commentaire de MF, le refoulement égale stress et stress égale maladie de toutes sortes. Et ça, on l'entend là, de façon continuelle dans plusieurs émissions reliées à la santé. Hein? Oui, et j'avais entendu quelque chose à un moment donné, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En d'autres mots, ça va faire des ravages à l'intérieur de votre corps d'une autre façon, en stress, anxiété. Quelles conséquences ça peut avoir sur la qualité de vie, c'est incroyable. Oui, il y a des gens qui ne vivent plus, qui sont pris avec toutes sortes de problèmes et finalement, on se rend compte qu'à la base, c'était beaucoup de refoulement, des choses qui n'ont jamais été exprimées, des traumatismes, de la peine, etc. Et il y a quelqu'un aussi qui disait, les gens qui ne pleurent jamais sont pleins de larmes. Et puis moi, je me dis tout le temps, ces gens-là, ça va sortir tôt ou tard. Je ne sais pas de quelle façon, est-ce que ça va sortir en dépression, en burn-out, en anxiété? Est-ce que la personne va craquer, exploser? Mais tôt ou tard, le refoulement, moi, je pense qu'il sort. À un moment donné, tu ne peux pas toujours contenir tes émotions pendant une vie entière. Puis malheureusement, quand ça sort, après ça, il y a du gros travail à faire, là, d'aller chercher de l'aide. On pense, des fois, il y a des gens, c'est une vie entière à refouler qui n'ont pas été respectés. C'est pas conseillé, hein? Ah non, une vie entière. Heureusement, les gens, souvent, là, à la quarantaine, ont des amis, un entourage et une expérience de vie qui permet de faire un meilleur dosage là, de ce qu'on se doit de refouler versus ce qu'on doit laisser sortir par la soupape. Mais tu as raison de le dire, il y a des gens qui font toute leur vie comme ça. Là. Ça, c'est dommage. Oui, vraiment, là. Puis, et moi, j'en ai vu, là, C'est des prestos. Des cas, oui, comme ça, des prestos. Là, à un moment donné, la personne, elle explose ou elle craque. Puis des fois, c'est une affaire, disons, un peu banale. Tu te dis, comment ça, elle réagit comme ça? Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'un presto à sauter? Oui, c'est ça. Il ne faut pas être à côté. Exactement. Et on voit, je suis persuadé qu'il y a certains drames qu'on est témoins dans la société qui sont reliés à ce genre de refoulement-là, non soigné, non tempéré, non compris aussi de la part de la personne qui le vit. Autre commentaire? Donc, l'écriture est une façon de laisser sortir la peine. PS, j'écris parfois des lettres à des gens que je ne reverrai plus. Certaines, je garde cachées, alors que celles pleines de fiel, je les brûle dès que je me sens mieux. Ça permet de laisser sortir, de libérer la soupape et de permettre de digérer. Souvent, ce qui est dit est plus facile à digérer. C'est comme si c'était ressenti de façon différente. C'est nommé, c'est comme si on se donnait le droit d'avoir de la peine. C'est comme si... et ça, ce commentaire-là, il y en a 2-3 qui m'ont dit, moi j'écris, puis c'est dans une conférence, c'est une méthode qu'on nous avait suggéré d'écrire à une personne disparue. Tu as entendu cette méthode-là aussi? Ben, le deuil, dans le fond? Oui. Ouais. Donc, écrire à la personne. Et si on écrit, comme elle disait, si c'est des choses pas fines qu'on écrit à quelqu'un, de ne pas envoyer la lettre surtout, c'est de la brûler. Ben oui. Mais ça aide, ça permet de s'exprimer d'une autre façon. Donc, c'est une méthode, moi, je pense, qui peut aider beaucoup de gens. Entièrement d'accord. Les hommes pleurent aussi. Alors, un commentaire de CL, un gars, c'est comme une autre personne. Ça a des sentiments aussi, donc c'est permis de pleurer. Ça fait du bien. Oui. On en voit de plus en plus quand même dans la société, même dans les téléromans. On voit des hommes pleurer, puis c'est bien. C'est vrai ce que tu dis. Hein? Ouais. On en apprend beaucoup sur une société par rapport à l'évolution des téléromans dans le temps. Là. Exactement. Si on regarde les téléromans des années 70, je suis né des années 70, je ne reculerai pas plus loin, malgré qu'en rediffusion, on en voit des plus vieux que ça. Là. Mais c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu au niveau de la psychologie des personnages. Oui, et c'est bien, je veux dire, de voir qu'il y a une évolution dans ce sens-là. Même les hommes, le partage des tâches, on le voit dans les téléromans. Des fois, c'est le père qui reste à la maison, au foyer. Donc, il y a plein de petits détails comme ça, mais on voit plus des hommes pleurer, et tant mieux, parce que ça a un effet d'entraînement, je pense, sur les autres personnes de la société. Là.
C'est à moi? Oui. OK. Permet de mieux gérer les épreuves DL. Le fait de ne pas garder ça dans moi m'aide beaucoup et je parle beaucoup. C'est ce qui me sauve, je crois, et je m'en remets assez facilement. Moi, je pense que ça fait une grosse différence de pouvoir s'exprimer. Là, si je calcule les peines, parce que quand j'étais plus jeune, je m'exprimais moins, j'avais plus d'orgueil. Je pleurais moins. Même tout ça, je pleurais moins, je ne me permettais pas. En vieillissant, je me permets plus, puis je vis beaucoup plus mes deuils, beaucoup plus mes épreuves. Je vois vraiment, moi personnellement, je vois une énorme différence. Ah, c'est peut-être une certaine maturité par rapport à porter ça tout seul. Des fois, Ouais. ça peut être extrêmement lourd et quand on s'aperçoit, quand on a un entourage adéquat pour le faire, mon Dieu, que ça peut être libérateur de la partager, cette souffrance-là. Oui, effectivement. Et souvent, et je voyais dans les commentaires, les gens, les femmes surtout, me disaient « Ah, moi, je suis broyade, on est dur envers nous autres mêmes, on se juge. » Puis si on vit une peine, tout ça, sans l'exprimer, souvent, on va se dire « Ah, arrête de pleurer, t'es bien niaiseuse. » Puis on se parle à nous-mêmes en voulant dire « Tu sais, arrête-moi ça. » Tandis que si on se confie, bien, la personne va être capable de nous dire « C'est normal, t'as de la peine, moi aussi, j'aurais de la peine à ta place. » Ça fait une différence, là. Oui, puis ne pas négliger le fait que ça fait une différence. Des fois, ça prend juste un petit peu plus de courage pour aller plus loin. Pas toujours évident de savoir comment les exprimer. Bien là, je comprends donc. Un commentaire de LR. En tant que TPL, je ne suis pas seul. Les émotions peuvent être très complexes. Là, je t'avouerai que TPL, ça voulait dire... Oui, bien, j'ai cherché, c'est troubles de personnalité limite. Ah, d'accord. Donc, ben, pour tout le monde, hein, je pense que les émotions, c'est complexe. Puis, des fois aussi, je ne sais pas pourquoi je viens d'avoir un flash, des fois, tu vois une personne, une amie, tu ris avec, puis tu as du fun, puis elle se met à pleurer. Fait que des fois aussi, c'est un autre signe, peut-être qu'elle a trop accumulé, puis à un moment donné, ça sort dans un pas un mauvais moment, mais... Puis là, elle pleure en riant, puis elle te dit tout bonnement, franchement, regarde, je ne suis pas capable de me contrôler, ça sort oui, comme puis il y a ça. des gens qui pleurent, puis disent, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je pleure. Mais tu peux pleurer de joie. Ah, ben oui, moi, honnêtement, moi, je pleure tout le temps. Je regarde les Olympiques, je pleure. Je regarde la Coupe Stanley, je pleure. Si quelqu'un est content, je pleure. Je vois des animaux, je pleure. Non, moi, ça a comme pas de bon sens, là. Mais les hommes aussi, souvent, me disaient ça. S'ils voyaient une épreuve sportive, lorsque le trophée arrive, ça va les faire pleurer. Donc, c'est bien d'être capable de le dire. Bien, quand on a suivi ça toute une saison, là, puis qu'on arrive à la fin de la saison, et puis c'est l'équipe qu'on a suivie toute l'année là, qui remporte la palme, là, ça peut être compréhensible. Ah oui, c'est ça. Il y a eu un investissement tout de même sur le long terme là, par rapport à la passion qui est soutenue. Oui, c'est ça. Donc, c'est normal que par tristesse ou par joie, pleurer. Si on a envie de pleurer, c'est parce qu'on a envie de pleurer. Il n'y a rien de mauvais ou d'anormal là-dedans. Il faut juste que ça sorte. Là, je vais te voler ton tour, puis je veux pas que tu pleures, parce que je veux que tu termines avec les derniers commentaires. Donc, c'est correct? Oui. Cas par cas, un commentaire de JN. Chaque peine se vit différemment, que ce soit un décès, moi, je le vis en famille. Une personne qui nous blesse, j'aime mieux rester dans ma bulle. Ben là, regarde, ça dépend de chaque personne, mais parfois, il y a certaines choses que ça va être les gens proches avec qui, la famille immédiate, qu'on va se sentir plus à l'aise versus le cercle d'amis, j'imagine. Bien, c'est sûr, un deuil familial, c'est important de s'aider les uns les autres. Chacun a besoin de l'autre. Il y a un bout quand même qu'il faut faire ça, là, je veux dire, avec nos pensées, tout ça, mais oui, moi aussi, je dirais qu'un deuil, je vais avoir tendance à le vivre en famille plus. Mais les autres deuils, moi, je suis plus une solitaire. Je vais avoir besoin de m'isoler. Je laisse pas grand monde entrer dans cette bulle-là le temps que je vais pas bien. Le cas par cas est bien choisi, je trouve. Puis c'est vraiment du cas par cas. On pourrait dire, c'est comme qu'on le sent. Hein? Oui, exactement. Je veux dire, moi, je me dis, tu sais, quand tu as de la peine, il y a des gens pour bien faire, ils veulent te forcer à faire des choses, à te sortir au bar ou je sais pas où. Mais, tu sais, des fois, ça fait plus de mal qu'autre chose parce qu'on se connaît. Moi, si je dis à quelqu'un, gars, si je sors, ça me fera pas de bien, il faut me croire, je me connais. Puis chaque personne est différente. Il y en a d'autres, c'est ça qui ont besoin. Ah ouais, sors-moi n'importe où, il faut que je vois autre chose que les murs de ma chambre. C'est important de se respecter. Puis, tu sais, on a déjà assez d'avoir de la peine sans Je sens en plus... l'expérience personnelle dans le commentaire. Moi, j'ai un baccalauréat en peine d'amour, en peine de tout ce que tu vois.
Mais c'est ça, ça fait Puis de que... ne pas sortir quand ça ne me tente pas de sortir. Ah non, moi, ben là, les gens le savent, mais au début, ils ne savaient pas. Ben, je ressentais. Puis j'avais des amis qui insistaient, puis ah ouais, puis moi, ça m'aide pas, là. Si tu fais ça, tu n'es pas en train de m'aider pantoute. Puis si je dis je ne veux pas voir personne, c'est pas que je suis une dérape, puis c'est que je vais être... Puis je le dis, gars, donne-moi du temps, mais être correct dans 3-4 jours, mais là, j'ai besoin de quelques jours tout seul. Je vais le dire ouvertement. Puis, tu sais, des fois, les gens s'inquiètent aussi pour le suicide, tu sais, quand quelqu'un va pas bien. C'est important de savoir... moi, j'avais une personne dans mon entourage qui allait pas bien, puis on m'a dit, demande-lui. On n'a pas tendance à le faire, mais ça a l'air que c'est quand on le demande, souvent la personne va nous répondre honnêtement. Tu demandes, est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que ça te traverse l'esprit? Puis c'est important de ne pas porter ça sur nos épaules. C'est ce qu'on m'avait dit. J'avais appelé à une ressource d'aide, puis il me disait, tu ne peux pas porter sur tes épaules l'état de l'autre, de le surveiller. Il va-tu faire quelque chose? Réfère-le plutôt au service qui existe, ou toi, communique avec un service professionnel, au CLSC ou les lignes info-suicide, puis ils vont te dire quoi faire. Parce qu'on n'est pas psychologue, puis on ne peut pas s'improviser dans des cas comme ça. L'importance de la communication dans l'entourage et l'importance de la compréhension de cette communication-là. Exactement. Et de ne pas avoir peur d'aller chercher les ressources en place. Surtout que dans notre société québécoise, il y en a des ressources. Oui. Pourquoi pas en profiter? Oui. Naturellement, avec l'austérité, ils sont peut-être un peu moins disponibles que ça a déjà été, mais avec une certaine patience et d'y aller dès les premiers signes peut permettre d'arriver à un service quand même assez rapide. Et habituellement, plus particulièrement en ce qui concerne le suicide, je ne pense pas qu'on est porté à tarder avant de Ah non, et si vous avez, moi le conseil qu'on m'avait dit, si tu as des bonnes raisons de croire que la personne, là, elle va faire quelque chose, appelle la police. Ils sont habitués d'intervenir dans des cas comme ça. Donc, il y a de l'aide, il y a beaucoup d'aide. Des fois, les gens ne le savent pas, n'osent pas en parler. Mais moi, c'est ce qu'on m'avait suggéré. Mais c'est de dialoguer. Moi, quand j'ai des grosses peines, je vais dire non, j'ai pas d'idée suicidaire, mais donnez-moi quelques jours, là. Il faut que je décroche. Puis le temps de préparer un pour et le contre, puis ça va mieux aller après. Non, moi, je me fais des marathons Family Guy. C'est mon... Ah oui? Ouais, il y a du 2e, 3e degré là-dedans, pas mal, hein? Oui, ben moi, ça me fait déconnecter parce que c'est vraiment n'importe quoi. Ou les Simpsons, je me fais des marathons jour et nuit, puis à un moment donné, au début, ça me fait pas rire, mais à la fin, à un moment donné, je finis par embarquer. Moi, c'est ma méthode. Thérapie par les dessins animés avec des scénarios un peu plus sucrés. Voilà. Sucrés et salés, dans le mélange des deux. Voilà. Et le dernier commentaire pour cette semaine. Encore faut-il avoir un bon confident, elle sait. Des fois, je m'ouvre à d'autres lorsque je sens que je peux leur faire confiance ou quand j'ai un trop plein d'émotions. Ça, c'est pas donné à tout le monde d'être une bonne écoute. Et c'est pas parce que les gens veulent pas. Il y a des gens qui ont cette force-là. Tu en as d'autres qui ont des forces ailleurs. Aussi, c'est du fait vécu. Quand tu as de la peine, des fois, il y a des choses que ça ne te tente pas d'entendre. Genre, peine d'amour, te faire dire une de perdue, de retrouver. Moi, ça m'aide pas. Moi, quand j'ai de la peine, j'aime mieux juste que la personne soit là. Dans le fond, qu'elle dise rien. Qui dit « Ah, je suis là, si tu as besoin de quelque chose » ou « Ça va aller mieux ». Mais tu sais, des fois, il y a des phrases qu'on pense qui aident. On a déjà fait une émission là-dessus, mais qui font plus de ravages qu'autre chose ou qui banalisent « Ah, ben là, tu ne vas pas pleurer là-dessus, tu es encore là-dessus. » Qui donne un feeling de grand manque d'empathie. Hein. Oui, c'est pas donné à tout le monde l'empathie. Et lorsque vous avez de la peine, entourez-vous de gens qui ont de l'empathie parce que le cas inverse, ça va vous rendre encore plus. Et créer le refoulement à 100%. Ah non, parce que là, à un moment donné, ça m'est arrivé dans ma vie, là, des amis qui voulaient bien faire, puis je me suis dit, tabarnouche, j'aurais jamais dû leur dire ça, tu sais. Je me sentais pas compris. Il y a longtemps, là, plus dans mon adolescence, début vingtaine, des peines d'amour, puis là, tu essaies d'expliquer, puis la personne... Elle veut bien faire, mais tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Entourez-vous des gens qui vous font du bien. Ça peut être votre famille, vos amis. Moi, ma famille me connaît, ils savent les choses à me dire et à ne pas me dire en peine d'amour, puis ils font attention. Mais s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, des fois, sans le vouloir, c'est pas méchamment, mais des fois, ça peut nous blesser plus qu'autre chose. Donc, entourez-vous des gens qui vous font du bien. Encore une fois, cette semaine, une émission qui fait beaucoup réfléchir, je trouve. Hein?
Ben, ça a fait du bien, je veux dire. D'en parler? Oui, ça fait du bien d'en parler. Jeannette Bertrand. Oui, tout à fait. Mais là, ça a participé pas mal, hein, les gens. Ben, Je pense j'ai resté surpris de voir autant de commentaires sur un sujet quand même que je considère comme délicat. Oui, ben les gens, il y avait beaucoup de vécu dans les commentaires. Oui. Donc, je pense que ça rejoint pas mal de monde. On a vraiment des téléspectateurs qui nous suivent, là, qui sont extraordinaires Oui. par rapport au partage, parce qu'on touche quand même à des sujets, parfois, que je le redis, là, qui sont délicats. C'est très personnel. Et oui, les gens, et je l'apprécie énormément. Ça aide à faire l'émission parce que ça fait voir différentes facettes. Et ça nous permet de nous connecter aussi avec une Oui. certaine réalité, plutôt que de se concentrer sur notre simple vécu ou nos propres commentaires. Exactement. La beauté de la chose, c'est que ça revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Et puis, ce sera la dernière de la saison. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine.